Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission dédiée à la maternité et à la parentalité. Je suis Pauline Dubromez et je suis accompagnée aujourd'hui de Katia Jana là-bas. Bonjour Katia. Bonjour Pauline. Alors c'est pas la première fois que tu viens dans cette émission. On t'a entendu il y a 2 épisodes en arrière, le 10 juillet, l'épisode numéro 16 pour ceux qui voudraient le réécouter en replay sur les plateformes d'écoute en ligne. Tu étais venue nous parler de psychopédagogie positive, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors tu peux nous en redire quelques petits mots de ce que c'était que la psychopédagogie positive ? Oui, alors en fait la psychopédagogie positive, en fait, c'est la façon de permettre, c'est une façon de permettre à l'élève de comprendre son propre fonctionnement, sa propre façon d'apprendre qui est unique. En fait, il n'y a pas une seule façon d'apprendre, il y en a plein, et en fait, il n'y en a même pas une seule pareille. Exact. Et quand on comprend ça, déjà, ça débloque un petit peu certaines situations. Exactement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le cadre d'un soutien scolaire pour les enfants de quel âge à quel âge, rappelle-moi ? Alors, moi, je reçois en cabinet des enfants à partir de 6 ans jusqu'à l'adolescence, même les études supérieures. Oui, voilà, c'était même les études supérieures, ça c'est chouette. C'est ça, et je propose aussi en visio, parce que le cabinet est à Chambéry, mais tout le monde ne peut pas forcément se déplacer. Donc exactement. Voilà, donc si vous avez envie d'en savoir plus, si vous êtes confronté à des difficultés d'apprentissage et que vous cherchez une méthodologie différente, un peu plus respectueuse et bienveillante, et qui vient surtout faire avec l'élève, l'étudiant, l'enfant, eh bien, écoutez l'épisode 16. Voilà, et découvrez ce que c'est que la psychopédagogie positive. Mais tu as une deuxième casquette de consultante éducative et familiale, et c'est de cette casquette-là dont on va parler aujourd'hui. Alors, dis-nous, normalement, si j'ai bien compris, tu as 2 façons d'accompagner, tu as pour les particuliers et pour les professionnels. Tu peux nous en dire plus, comment tu accompagnes les particuliers ? Alors les particuliers, c'est au sein de mon cabinet, donc ça peut être des séances individuelles pour les parents sans les enfants, ou des séances de couple, donc que ce soit en individuel, des séances comme ça d'1 heure, soit des ateliers collectifs, donc avec plusieurs parents qui viennent partager leur vécu, leurs difficultés. Et les ateliers collectifs, ça va être sur 2 demi-journées plutôt, ou une journée entière. Oui. Voilà. Pour permettre de rentrer dans la profondeur du sujet et ne pas le survoler simplement. C'est ça, complètement. Et puis finalement, le parent vient me voir et des fois, je peux aussi recevoir l'enfant seul. Ça permet d'avoir un peu le point de vue de l'enfant et ensuite on peut recevoir le parent et l'enfant en même temps. Donc ton objectif, c'est vraiment d'aider les familles à retrouver ce climat familial apaisé et permettre aux enfants de se sentir bien dans leur basket aussi. Oui, c'est ça, complètement. J'accompagne la famille dans sa globalité parce que, comme on le dira certainement par la suite, mais la famille est un système. Donc, quand un membre de la famille change, eh bien tout bouge. Et voilà, on en parlera un peu plus tard, mais l'idée pour moi, c'est vraiment d'accompagner les parents et les enfants ensemble et pas uniquement l'un ou l'autre. Oui, exactement. Et à partir de quel âge à peu près, jusqu'à quel âge ? Alors là, c'est vrai que moi, je reçois des parents qui ont des enfants de 18 mois ou de 2 ans, ou même des mamans qui sont enceintes et qui ont déjà un premier enfant, par exemple, et puis jusqu'à l'adolescence, parce que ce sont des périodes de transition. Bien à sûr. Chaque fois qu'on vit, on en essuie une et on se dit ça y est, c'est terminé. Eh ben non, il y en a une autre qui arrive derrière. Bien sûr. Et ces phases, elles sont essentielles à la construction de la personnalité de l'adulte en devenir, de qui va être, de son identité en fait. Donc c'est surtout dans ces moments-là, en fait, c'est des moments clés dont on a besoin de soutien, de compréhension et puis de pouvoir avancer avec l'énergie qu'on a envie d'y donner, quoi. Et oui, complètement. C'est vrai que ce sont des phases qui doivent avoir lieu. Donc, exactement, on n'a pas le choix. Il faut en passer par là. Exactement. Et puis pour les professionnels, donc là, c'est aussi très intéressant ce que tu proposes. C'est comme, moi je trouve que des fois, en tant que parent, on fait le maximum, mais on constate que dans les milieux, que ça soit la petite enfance ou bien de l'école ou des centres de loisirs, l'enfant est confronté à des comportements qui ne sont pas forcément acceptables, mais on n'a pas trop le choix. Oui, c'est ça. Donc là, ce que tu proposes pour les professionnels, c'est de quel ordre ?
Alors du coup, ce sont des formations ou des conférences, par exemple pour les centres de loisirs, pour permettre aux animateurs finalement de réussir à communiquer avec les enfants, mais sans avoir besoin de crier, de menacer ou de punir, parce que en fait la punition finalement elle est pas comprise par l'enfant et elle ne sert à rien puisque l'enfant va recommencer systématiquement et parfois même pire. Parce qu'il ne se sent pas compris, pas entendu, ou il y a quelque chose un peu de l'ordre de la revanche. Et puis de l'humiliation aussi, voilà, d'avoir été mis au coin ou je ne sais quel type de punition, hein, souvent. C'est ça, et puis j'aide aussi dans comment éviter les conflits au sein des enfants, au sein d'un groupe d'enfants, en fait, les conflits entre eux, comment est-ce qu'on gère les conflits, justement sans intervenir, c'est ça la clé, on n'intervient pas. Et donc je m'adresse à la fois au centre de loisirs, ou même aux assistantes maternelles qui finalement elles aussi, hein, elles ont leur lot de difficultés. Ça peut être aussi dans les écoles. Comment fait-on au sein d'une classe pour garder une cohésion, une bonne écoute aussi de la part des élèves. Ok. Voilà. Là, du coup, il y a une question qui me vient, c'est comment ça se passe si je suis professionnelle puis que j'ai envie de suivre une formation, une conférence, parce que j'ai envie de faire évoluer ma pratique et de faire différemment. Est-ce que c'est des cycles? Est-ce que c'est en individuel? Comment ça s'organise un petit peu? Alors, ce sont des cycles d'ateliers. Donc, moi, je les regroupe sur des demi-journées pour que ce soit plus facile, parce que en fait, il y a 6 ateliers, donc c'est un peu compliqué de trouver du temps que chacun se libère. Et je suis en train de voir pour passer une certification Calliope pour que ce soit finançable. Super. En fait, voilà, que ce soit plus facile, plus accessible. Trop bien. Trop bien. Ok. Et donc, pareil, ces formations, elles peuvent avoir lieu. C'est sur Chambéry ou la Savoie. Tu te déplaces ou est-ce que... Oui, je me déplace. Je peux aller à Grenoble, Annecy, Albertville. Okay. Voilà, je me déplace. Mais ça restera Savoie, Haute-Savoie. Ça se fait pas en visio, par exemple? Ça peut se faire en visio. J'ai déjà fait des ateliers en visio qui sont déjà très bien passés. Oui. Très bien. Il n'y a pas trop de difficultés. Moi, je m'adapte en fait. C'est ça. En fait, de toute façon, c'est la base de ce que je propose. C'est de s'adapter. Exactement. Donc voilà. Ok, impeccable. Du coup, en effet, voilà, ce sujet de l'accompagnement parental ou éducatif, il est hyper important, mais il est aussi très complexe. C'est-à-dire que face à un enfant, par exemple, qui va traverser une crise ou une tempête émotionnelle, un enfant qui n'écoute pas, qui va se rouler par terre, qui va même taper, voilà, ou mordre, ou bref, débordé, voilà. Mais aussi dans d'autres situations, l'enfant qui grandit puis qui n'est absolument pas coopératif pour aider à la communauté de la maison, mettre la table, ranger, se laver, ça. Voilà, là ça touche sa propre intimité et son hygiène de vie. Et aussi un enfant qui va être face à des problématiques liées à son environnement extérieur qui est l'école ou alors une activité extrascolaire où il peut y avoir des difficultés, par exemple un enfant avec qui ça passe pas bien avec son maître d'école ou sa maîtresse, ou il y a des conflits avec d'autres enfants. Ce sont plein de situations que en tant que parent on doit faire face à ça. Et notre responsabilité, c'est d'accompagner notre enfant à traverser ça et à essayer de l'aider à s'armer, à s'outiller. Sauf que, bien souvent, nous, quand on est face à ces situations-là, on réagit peut-être pas comme on pourrait avoir envie de réagir. Parce qu'on peut pas faire pause. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, alors attends, comment je vais m'y prendre? Qu'est-ce qu'elle avait dit, Katia? Laisse-moi 2 minutes. Voilà. Généralement, là, d'un coup, il y a un débordement d'émotions de notre côté aussi. Donc moi, ce que j'ai identifié, c'est qu'il y avait 3 points essentiels à garder en tête pour arriver à cheminer sur sa parentalité et à peut-être sortir, plutôt rentrer dans ce cercle vertueux qui va nous rapprocher de notre enfant, mais de nous-mêmes aussi. Le premier point, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cette émission avec Katia, et c'est ce que j'imagine tu fais aussi avec cette casquette de consultante éducative et familiale, c'est apprendre à connaître son enfant, ses comportements, de qu'est-ce qui se passe chez lui, et aussi apprendre à nous réagir autrement, n'est-ce pas? Oui, complètement. Complètement. Et puis en fait, l'enfant est un peu un miroir de ce qui se passe chez nous finalement. Donc il nous répond par rapport aussi à l'émotion qu'on vit sur le moment. Ouais. Donc c'est ça. Donc premier point, c'est apprendre à connaître son enfant et ses comportements, et nous aussi apprendre à faire autrement.
Mais pour pouvoir ensuite mettre en place tout ce que Katia vous aura dit, c'est le deuxième point. Il faut être dans un état, nous, et propre émotionnel, mais aussi dans notre corps. Et ça, c'est quelque chose que on ne maîtrise pas dans le sens où c'est pas des gestes spontanés. C'est être capable de réguler nos émotions et surtout notre stress. Parce qu'un enfant, par exemple, qui va se rouler par terre dans le supermarché, c'est une situation ultra stressante. Non, tu penses? Donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps humain? Et ça, c'est valable pour tout le monde, quel qu'il soit, et même pour les plus petits, c'est du cortisol, c'est du stress qui arrive. Et notre corps, normalement, a cette capacité de le réguler. Si tout va très bien chez nous, que ça fait pas 2 mois qu'on est non-stop avec les enfants parce que c'est les vacances scolaires, ou que j'ai pas de problème avec mon travail, voilà, parce que des fois, des conflits au travail, ça vient de nous plonger dans un état de stress déjà qui est assez élevé, ou si mon sommeil n'est pas récupérateur parce que mon enfant est petit et se réveille encore 5 à 6 fois par nuit. Que je me sens épuisée. Voilà, ce sont plein de petites choses qui vont faire que finalement notre corps ne va pas être en capacité, ne va pas être apte à réguler ce cortisol, ce stress qui arrive d'un coup. Et donc au lieu de réagir et d'agir, plutôt même pas de réagir, mais d'agir comme Katia va nous en parler, là tout de suite on laisse place, c'est l'explosion aussi à l'intérieur de nous, on laisse place à la colère, à la brutalité de l'émotion. Voilà. Oui, donc c'est pour moi très important de nommer que le deuxième point, c'est de prendre soin de soi. Avoir une alimentation qui correspond à nos besoins, faire ce qu'on peut, mettre en place les meilleures stratégies possibles pour avoir un sommeil récupérateur, et puis pouvoir décharger, que ça soit avec une activité sportive ou une activité loisir qui nous fait du bien, pour aider notre corps en fait à traverser ces étapes-là et à se réguler. Deuxième point qui est donc important. Et dernier point, c'est que comme tu l'as dit, nous sommes un système. Ouais. Notre famille, voilà, on n'est pas tout seul, mais on est nous-mêmes pas tout seul avec nous-mêmes. Nous-mêmes, chaque individu a un propre système qui lui appartient de son vécu, par exemple. Qu'est-ce qu'il a été petit enfant? Et donc, ça, c'est ce qu'on va pouvoir voir aussi un petit peu aujourd'hui, mais que si enfant, j'avais des grosses difficultés à l'école ou j'ai vécu des grands conflits, c'est possible que l'émotion de cette époque-là ne soit pas du tout accueillie parce que c'est fort probable qu'il y a 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, on n'accueillait pas les émotions. Donc, c'est une émotion qui s'est cristallisée et qui là, d'un coup, se plug sur le présent et donc vient se additionner, en fait, se rajouter à la situation présente et faire que finalement, notre réaction, on est dans la surréaction presque parce qu'on a 2 émotions qui se sont superposées. Et donc ça, voilà, prendre en compte ce vécu personnel. Et donc ça, ce sera je le détaillerai dans une prochaine émission parce que du coup, ça c'est vraiment ma casquette avec la communication quantique et la systémie quantique, d'aller voir tout ça et d'aller mettre à plat ces émotions, de poser tout ça pour ensuite pouvoir se sentir apte et capable d'intégrer tous les conseils qu'on a envie de mettre en place, mais qui pour l'instant sont freinés. Puis je crois aussi que toi, Katia, le vécu personnel, c'est quelque chose, cet effet miroir, t'en as un petit peu parlé, c'est quelque chose qui te parle beaucoup. Oui, je travaille beaucoup là-dessus avec les parents, en fait. Quand ils viennent me voir, qu'ils me parlent de leurs difficultés, je leur demande quasiment en priorité quel a été leur vécu à eux en tant qu'enfants. Vécu que j'entreaperçois déjà, sans même qu'ils me le racontent. Déjà dans la façon dont ils éduquent leur enfant, je peux me douter parfois un petit peu de ce qu'ils ont vécu eux. Et c'est vrai que les générations d'avant niaient complètement les émotions. Et puis une émotion, c'était presque un gros mot. Les garçons avaient surtout pas le droit de pleurer. C'est ça, bien sûr. Ne pleure pas, sois fort. Et c'est vrai que ça a construit des adultes qui ne savent pas forcément réguler et ne savent pas non plus ce qu'ils ressentent. Bien sûr. Ça, c'est compliqué. Comment accompagner son enfant dans la régulation de ses émotions si nous-mêmes, en tant qu'adultes, on ne sait pas ce qu'on ressent? C'est juste impossible. Bien sûr. Et au final, ce que tu disais, c'est vrai, c'est ce que prône Haim Ginott, qui est psychologue pour enfants et qui est vraiment à l'initiative de l'approche Faber-Maslich sur laquelle je travaille. Il prône le fait de prendre soin de son émotion à soi en tant que parent avant de pouvoir s'occuper de son enfant. Et des fois, on se met en 4 pour faire plaisir à son enfant. On est fatigué, on a eu une grosse journée, mais on sait que ça lui ferait plaisir d'aller au lac, manger une glace. Alors on y va.
Mais en fait, en arrivant, mais le marchand de glace, il a plus de glace au chocolat. Mais c'est la catastrophe, mais c'est le drame. Et au final, l'après-midi, qui devait être à peu près tranquille, se termine en espèce d'un drame familial où l'enfant s'est roulé par terre. Le parent a fait une crise de nerfs aussi, parce qu'en fait, il en peut plus. Et où est-ce que je veux en venir? C'est que tout simplement, si on est crevé et qu'on n'a pas envie, mais on a le droit. Ouais. Et je pense que c'est préférable de dire gentiment à son enfant, pas aujourd'hui. Et en fait, ça sera beaucoup mieux. Vous verrez que ça sera beaucoup mieux de s'autoriser à dire, en fait, non, là, je peux pas. Parce que je suis fatiguée. On a le droit, bien sûr. Voilà. Et puis, je note que t'as très envie d'aller manger une glace au chocolat. Je me renseignerai d'abord. Et je note que pour toi, c'est important et on ira se faire ce moment, mais ça sera un moment de qualité, pas quelque chose qu'on va faire dans l'urgence, dans la mauvaise humeur. Exactement. Voilà. Parce que là, à un moment donné, dans ton exemple précis, le parent s'est dit non à lui. Il a dit oui à l'enfant, mais il s'est dit non à lui-même. C'est ça. Et c'est pas ok à aucun moment donné, en fait, se dire non à soi-même, ça va avoir des conséquences et ça va à un moment donné ressortir. Exactement. Et c'est plus intéressant de montrer à l'enfant que moi je vais me dire oui, je vais t'expliquer que je suis fatiguée, que j'ai vraiment besoin de me reposer et que même quelquefois on peut faire un et. De dire, là, je vais prendre 30 minutes pour me reposer. On fait un temps calme parce que j'en ai vraiment besoin. Et comme ça, après, je serai déjà dans des meilleures dispositions pour aller éventuellement se balader au lac, manger une glace. Et si c'est une glace au chocolat que tu veux, on peut peut-être juste aller en acheter un bac tout simplement. Et rentrer à la maison. C'est ça, en fait. C'est ça. Rechercher quel est le besoin réel de l'enfant. Est-ce que c'est avoir de l'attention? Oui. Est-ce que c'est passer du temps de qualité avec son parent? Est-ce que c'est se faire plaisir parce qu'il a vraiment envie d'une glace? Ça peut être ça aussi. Mais voilà, parfois on court partout dans tous les sens, on veut répondre à toutes les sollicitations. Le patron qui a demandé si, j'ai pas fait les courses, il faut qu'il mange 5 fruits et légumes par jour, il faut qu'il se couche tôt, il faut. Et en fait, toutes les injonctions, mais ça finit par nous faire exploser. Et si nous on explose, les enfants sont pas forcément bien non plus. Bah non. Et c'est vrai que moi j'ai remarqué que mon plus grand, il a 5 ans, on n'a jamais vraiment eu de difficulté avec lui. Et puis là, depuis quelques temps, je sais pas, il n'écoute plus rien du tout. Et à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a changé? Mais c'est moi, je suis fatiguée. C'est l'été. C'est l'été. Et mon mari, il est aussi présent. Mais comme j'ai une activité qui est peut-être un peu moins prenante pour le moment, c'est plus moi qui suis au contact de mon plus grand. Et comme on a en plus des caractères un peu similaires, lui et moi, c'est explosif. Et j'ai remarqué que si moi je change, d'où le système, voilà, mon enfant change. Et en plus, on a convenu d'un code entre nous. Mon fils me dit, maman, parle-moi gentiment. Et ben voilà. Et oui, il y a des moments, effectivement, je suis agressive, en fait. Et quand on s'en rend compte, quand le parent se rend compte que dans sa façon de communiquer, c'est pas forcément très respectueux, l'enfant, tout de suite, il change. Et l'enfant a un comportement respectueux à ce moment-là. Et mon enfant qui me disait, non, je débarrasserai pas mon assiette. Bon, ce qui commençait à me saouler un petit peu, il finit par me dire, tu veux que je t'aide, maman? Et puis il me défait le lave-vaisselle, il me le vide, j'ai rien demandé. C'est ça. Et donc voilà, en fait, les choses rentrent dans l'ordre si on arrive à prendre un peu de recul. Exactement. C'est un peu la même chose avec ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles. Il y a beaucoup d'enfants qui, par exemple, si on parle de la rentrée des classes, quelque chose qui va bientôt arriver, petit rappel, si vous n'avez toujours pas acheté ce qu'il y a sur la liste des fournitures, c'est le moment de vous en préoccuper. Quoi qu'il en soit, si admettons, moi en tant que parent, mes propres rentrées des classes ont été des moments traumatisants et difficiles à vivre. Quand c'est l'heure pour mon petit enfant chéri de rentrer lui-même à l'école, c'est probable que j'ai encore des mémoires de ça qui reviennent, des souvenirs tout simplement. Je me souviens de ah oui, j'avais beaucoup pleuré, ou oh, c'était difficile, oh, il s'était passé ça, etc., etc. L'enfant perçoit ces émotions inconscientes. Il sent que l'adulte est dans un état un petit peu différent, peut-être un peu tendu, peut-être même que l'adulte va pas être très agréable avec la maîtresse parce que les maîtresses n'ont jamais été agréables avec lui et que voilà, ça reste, ça n'est pas au clair. Et donc c'est ce qui se passe aussi quand je fais ce travail sur moi en me disant tiens, si j'allais voir un petit peu où j'en suis avec moi et l'école. C'est ça. Et que j'accueille tout simplement ce qui s'est passé pour moi enfant. C'est probable que d'un coup, pour mon enfant, tout de suite aller à l'école, ça soit
facile et agréable et que lui soit libre en fait. C'est aussi ça qui est intéressant dans ces séances où on vient regarder la systémie familiale mais aussi intergénérationnelle. C'est de laisser l'enfant libre de vivre l'expérience sans être teinté par la propre expérience du parent. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau qu'on peut leur faire à eux-mêmes. Mais comme tu dis, c'est venir regarder à l'intérieur de soi-même changer et évoluer. Et sans avoir rien fait sur l'enfant lui-même va aussi évoluer spontanément. Complètement. On va faire une courte pause musicale et puis on se retrouve juste après. Vous êtes sur l'émission Parents Entrements avec Katia Jana là-bas et Pauline Dubromez. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voilà pour cette deuxième partie d'émission. Si vous avez loupé le début de l'émission et que vous souhaitez le réécouter, n'hésitez pas à aller visiter la page YouTube de Radio Grand Lac. Vous trouverez la playlist Parents Autrement, le nom de l'émission. Ou sinon, sur Spotify et Apple Podcast, en écrivant Parents Autrement, vous accéderez à tous les précédents épisodes, ainsi que celui-ci lorsqu'il sera en ligne. Je suis aujourd'hui accompagnée de Katia Jana Laba, qui est psychopédagogue, consultante éducative et familiale. Et on va aborder maintenant des cas très précis de situations qui posent problème ou qui, du moins viennent nous chercher, nous chahuter. Et on va essayer avec Katia de regarder cette situation avec un autre regard et une autre façon pour réagir. On va dire que le petit jeu qu'on vous propose, c'est de mettre en place ces propositions, ces réactions différentes et de venir nous en parler après, de nous dire comment vous êtes senti, qu'est-ce qui s'est passé, comment votre enfant s'est senti. Et comme ça, ce sera le petit jeu qu'on se lance. Alors, j'avais envie de parler déjà dans un premier temps de cet enfant qui n'écoute pas, qui se roule par terre, qui tape, qui mord, qui traverse des grandes colères à la maison, mais aussi en public, évidemment. Devant les personnels de la crèche ou à la piscine, au parc de jeux. Voilà. Donc, ça doit vous parler. Alors, comment on peut se positionner par rapport à ça? Comment on peut réagir? C'est vrai que la première tempête émotionnelle, quand on n'est pas habitué et quand on est parent pour la première fois, elle surprend. Elle surprend énormément. Et on se demande qu'est-ce qu'on a fait de mal. Il est cassé. Il marche plus. Non, c'est vrai qu'on dit que ça commence à partir de 18 mois, 2 ans. Et oui, avec le fameux Terrible 2 où l'enfant s'affirme. Mais c'est bien normal, on doit passer par cette étape du développement. Après, Isabelle Fignosa nous dit très gentiment que ça doit durer 3 semaines. Alors, on la remercie. Mais 3 semaines, c'est quand même très, très court. Oui. Parfois, ça dure un petit peu plus longtemps. On va pas se mentir. Minimum 3 semaines. Alors, voilà. Non, après, l'important, c'est d'accueillir ce que l'enfant vit. Parce que le cerveau du tout petit, il est tout petit. Il n'est pas développé. Et il est immature. Il est immature, complètement. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le cerveau d'un garçon ne sera mature qu'à l'âge de 25 ans. Ça, c'est encore un petit peu le temps. Pour la fille, c'est à l'âge de 20 ans. Bon, voilà, il y a un décalage. Mais l'idée, c'est d'accompagner le petit dans son émotion et d'en prendre soin, d'accueillir ce qu'il vit. Et il y a un élément déclencheur. Peut-être que le parent a dit non, tu ne peux pas mettre les doigts dans la prise. Voilà, on est obligé quand même des fois de dire non. L'idée, c'est pas de dire oui à tout. Seulement, ça peut occasionner de la frustration et des comportements qu'on ne va pas comprendre en tant qu'adulte parce que nous avons notre regard d'adulte. Et l'idée de l'approche Faber et Maslich sur laquelle je travaille, c'est vraiment de se mettre à la place de l'enfant et de regarder finalement avec les yeux d'un enfant et d'essayer de comprendre. Il a une réaction que moi je juge démesurée en tant qu'adulte. Seulement, son cerveau est en surchauffe, ça explose. Il pleure, il hurle, il crie, il tape, il se roule par terre. Après, pour qu'un enfant se roule par terre, quand même en général, il faut y aller. C'est pas noir ou blanc, c'est pas d'un coup je me roule par terre. Il y a quand même quelque chose peut-être qui a déclenché ça. Tu veux dire que peut-être que ça s'est accumulé? C'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a quand même eu une accumulation de choses qui ont fait que l'enfant n'a pas été entendu. Moi, je me souviens quand je suis allée à la piscine une fois, je me changeais et j'entendais dans la cabine d'à côté un petit qui devait avoir 2-3 ans qui disait « je veux y retourner ».
Alors c'est vrai qu'à cet âge-là, les seules formulations qu'ils ont, c'est je veux, je veux. Nous, ça nous paraît peut-être un peu agressif, le je veux, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, il va pas nous dire j'aimerais beaucoup. Enfin, voilà. Je serais tellement heureux. Voilà. Mais bon, je peux comprendre qu'au bout d'un temps, toute la journée, je veux ci, je veux ça, c'est un peu fatigant. Ouais. Et le papa a répondu non, on est sorti du bain, on va pas y retourner. C'est vrai que c'est logique. Tu t'es à la piscine, tu sors, tu vas pas y retourner. Sauf que l'enfant répète, mais je veux y aller, je veux y retourner. Et l'idée, c'est juste de prendre un temps et de dire, et de reformuler pour montrer qu'on a bien entendu. Ah, toi, tu aimerais y retourner. Ouais. Ça serait important pour toi de retourner dans le bassin. Tu as beaucoup aimé nager. Tu as passé un très bon moment. Donc là, en général, l'enfant s'apaise déjà un petit peu parce que il a été entendu. C'est la base, finalement. Donc là, tu viens de nous apprendre à désamorcer une situation. L'enfant nous exprime un désir. Je veux. Voilà. Peu importe ce que c'est. Oui. Au lieu de lui répondre par le oui ou le non, comme s'il nous avait fait une demande de j'aimerais, enfin, est-ce que je peux avoir ça? Finalement, c'est pas de ça qu'il nous attend. Il veut peut-être réexprimer avec le peu de mots qu'il connaît qu'il a aimé aller à la piscine, tout simplement. C'était chouette, il a passé un bon moment, il est un peu déçu qu'on s'arrête. C'est comme quand on veut partir, quitter le parc, on dit pas, enfin, si on veut qu'il n'y ait pas de crise, ne dites pas à votre enfant, allez, on y va. Parce qu'en fait, votre enfant, il est dans son monde, c'est vraiment pour lui, il est dans l'instant présent. Donc, c'est pas la peine d'essayer d'expliquer, il faut qu'on rentre, il faut faire à manger, il est telle heure, machin. En fait, ça l'intéresse pas, c'est pas sa réalité. Oui. Voilà, même avec un enfant plus grand, finalement. Et nous, c'est très frustrant parce qu'on attend d'un enfant de 8-9 ans qui soit en capacité d'entendre qu'on a les courses à faire, qu'il faut encore faire à manger, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Mais en fait, lui, ça lui parle pas. Donc, on peut préparer l'enfant, que ce soit au parc ou un enfant plus grand, à lui dire, bah écoute, voilà, on reste encore 5 minutes. À partir de ce moment-là, il faudra rentrer. Il reste encore 1 minute. Enfin, on y va doucement, en douceur. Est-ce que tu veux encore faire 3 activités ou 3 descentes de toboggan? C'est ça. Essayer de lui donner un cadre temporel parce qu'en effet, pour lui, la temporalité, il sait pas ce que c'est. Ouais. Et puis rendre l'enfant acteur finalement, parce que du matin au soir, on ne leur donne que des injonctions. Lève-toi, va faire pipi, viens manger, brosse-toi les dents. Ouais. Bon, et c'est vrai que c'est fatigant finalement. Ils n'ont jamais le loisir de choisir. Et pour un enfant un peu plus grand, peut-être que je saute un peu les étapes de ce qu'on avait dit dans le plan, mais un enfant qui veut pas aller prendre sa douche, bon, on peut lui dire, toi, tu préférerais prendre ta douche avant ou après avoir fait tes devoirs. Déjà, ça laisse un choix. Tu aimerais prendre un bain moussant ce soir ou une douche flash éclair. Enfin, on peut essayer de mettre un petit peu de jeu là-dedans. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il se lave. C'est ça, on va pas se mentir. Voilà. Mais en fait, on laisse l'enfant être acteur, prendre une décision. Et puis, tu veux mettre tel pyjama aujourd'hui, pareil, ou aujourd'hui, quelle couleur tu veux pour t'habiller. Enfin, qu'il ait l'impression d'avoir au moins le choix. Et de pouvoir être acteur et que ce soit pas que des fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, parce que c'est... Voilà. Donc, désamorcer la situation sans répondre par oui ou non à sa demande, mais simplement en reformulant t'aimerais beaucoup retourner à la piscine, par exemple, si on reprend l'exemple de la piscine, tu t'es senti heureux, t'as aimé faire les descentes de toboggan, ou sauter dans la piscine, et peut-être là, rentrer dans le jeu de se dire, quand est-ce que t'aimerais y retourner, est-ce qu'on n'irait pas inviter papy, mamie à la piscine, voilà, essayer de rentrer là-dedans tout en continuant son petit bonhomme de chemin dans le circuit de sortie de la piscine. Mais en tout cas, là, l'enfant, en effet, et ça aussi, enfin, moi, je l'ai constaté avec mes 2 enfants, tout de suite, la situation, elle s'apaise et on évite la crise totale. L'idée, c'est vraiment d'accueillir, d'entendre, d'écouter, même si on peut pas dire oui. L'idée, c'est surtout de ne pas dire mais. Parce que si je te dis je t'entends mais, en fait ça annule complètement. Exactement. Même en fait finalement l'invitation c'est même pas de répondre oui ou non. C'est juste de discuter avec l'enfant de l'événement qui vient de se passer, de se souvenir de ce qu'il a aimé, ce qu'il aimerait faire, et après peut-être de l'inviter, par exemple si on a quitté la piscine parce qu'après on doit aller faire les courses, de lui dire t'aimerais ça qu'on fasse une course de caddie. Voilà, quelque chose qui va un peu détourner l'attention avec un tout petit. Et parfois. Ou quelle musique je vais mettre dans la voiture. Voilà, c'est ça, parce que le tout petit en plus il est tellement dans l'instant présent, comme on dit, Jean qui rit, Jean qui pleure, il peut passer du rire aux larmes.
larmes. Et parfois, on s'évertue pendant le repas, on se dit, il a rien mangé, c'est la cata, il pleure, il veut rien. Mais en fait, il est pas obligé de manger tout de suite. Ouais. Si on le faisait descendre et qu'on le laissait jouer 1 minute, qu'on lui montrait son petit livre musical, tout ça, hop, il va changer d'humeur. Et une fois qu'il aura changé d'humeur, ça ira mieux. Ouais. Voilà. On obtiendra, nous, ce qu'on attend en tant qu'adulte, c'est qu'il mange. Oui. Dans l'occurrence. En fait. Bon. Et puis, si jamais, voilà, malgré tout ça, il y a aussi des enfants qui ont un tempérament très marqué et la tempête émotionnelle est inévitable. Je voulais vous partager un extrait de séance de communication quantique. J'en reviendrai pour ceux qui savent pas ce que c'est que la communication quantique plus en détail. Mais brièvement, c'est la possibilité de mettre en mots ce qu'il se passe dans l'inconscient de la personne à l'instant T, mais aussi dans le passé et dans le futur. J'étais en séance avec un petit garçon de 2 ans et demi, 3 ans, qui, pendant la séance, a développé une énorme colère, pour des exemples exactement que tu viens de citer. Hein. Et voilà ce qui s'est ressorti. C'est hyper intéressant, ça a été hyper enrichissant d'avoir ce texte parce que la maman a pu comprendre ce qu'il se passait dans la tête de l'enfant à cet instant présent et finalement de quoi il avait besoin. Ce qui s'est écrit, c'est « Je ne suis plus là, je ne contrôle plus, mon système nerveux est court-circuité. Il faut attendre que ça passe, en silence, en tenant l'espace. Je n'ai plus la possibilité de parler et d'écouter et de comprendre ce que tu me dis, maman. Je pousse pour que cette énergie sorte. Je ne veux pas te faire mal, maman. J'essaye de faire en sorte que ça s'arrête. Je pousse, mais rien ne se passe. Je veux être dans tes bras. Aide-moi, maman. Fais que ça s'arrête. J'ai peur de ce qu'il m'arrive. Aide-moi. Mais être dans tes bras ne change rien. Ça ne se calme pas. Alors j'essaye autre chose. Vous voyez, dans ce texte, on lit clairement que l'enfant, en fait, le système nerveux de l'enfant a pris le dessus. Il est en situation d'urgence et donc il y a beaucoup de parents qui, pendant que l'enfant se roule par terre ou hurle ou quoi, vont être à essayer de le raisonner, de lui parler. Et c'est pas, le texte, il est hyper parlant et c'est aussi dans des situations vécues, ça ne sert à rien. Non, et puis c'est pire. Voilà. C'est pire et en fait, je pense que ce dont l'enfant a besoin, c'est juste de l'empathie. C'est ça. Parce qu'il fait pas ça pour nous chercher, comme le dit Isabelle Filiosa dans son livre qui a un super titre, Il me cherche, et elle fait bien, elle décrit bien qu'en fait non, ils ne font pas exprès. Ils ne sont pas nés pour nous nuire. C'est ça. Là, on est juste face à un cerveau qui est immature, à une intelligence émotionnelle qui n'existe pas encore. C'est ça. Qui est très précaire et donc le cerveau de l'enfant est comme vraiment court-circuité. Donc là, dans la suite de la séance, en fait, il y a des ressources qui se sont proposées, qui ont pu permettre à la mère de pouvoir après les mettre en pratique, à savoir emmener son enfant dans une pièce au noir, arrêter de lui parler, juste être présent, lui faire un câlin et essayer de faire cette danse un petit peu, parce que ça vous parle, hein, je suis sûre, ça, ces enfants qui, quand sont dans ces colères-là, vont venir pousser le parent, et puis le parent peut le prendre comme une agression, mais en fait non, et en fait là, ils ont comme dansé. Quand l'enfant poussait, la mère reculait avec lui. Et puis après, s'il voulait sortir des bras, elle le laissait sortir des bras. Et s'il voulait revenir, il revenait. Et ce qui est assez magique, c'est que quelques semaines après, je lui demandais alors comment ça se passe maintenant avec les colères. Et elle me dit, écoute, depuis la dernière séance, il n'y en a plus. Ben voilà, tout est sorti, il a été compris. Exactement. Il a été entendu. C'est ça, c'est un peu la magie de la communication quantique, c'est que ça permet d'écouter l'enfant. Mais donc tout ça pour en revenir donc à ces situations-là qui vont vraiment venir nous chahuter. Il y a peut-être quelque chose que tu peux dire pour l'enfant qui vient taper ou mordre. Oui, alors il y a pas mal de ça dépend encore une fois du contexte, mais alors ça dépend de l'âge aussi. Le tout petit qui mord, certains parents me disent je l'ai mordu aussi, comme ça il comprend. Eh bien, je ne pense pas. Un tout petit qui vous mord, c'est souvent un petit qui veut faire des bisous. Et peut-être que vous-même, quand vous lui faites des bisous, vous avez tendance à l'envelopper énormément et presque comme si vous alliez le manger. C'est comme dire à un enfant, je vais te manger pour... Non, on dit pas ça. Parce qu'en fait, l'enfant, il n'a pas le second degré nécessaire. Ouais. Donc, il entend que vous allez le manger. Mais après, un plus grand qui tape,
qu'est-ce qu'il vit en fait chez lui, qu'est-ce qu'il vit dans son quotidien. Est-ce que c'est un enfant qui lui-même subit des violences, qu'elles soient physiques ou verbales? Parce qu'on parle très peu des violences éducatives ordinaires, mais la violence verbale, elle est aussi dramatique finalement. Bien sûr. Dire à son enfant tu es méchant parce qu'il ne veut pas aider. Ouais. Finalement, ça n'aide pas, ça dessert la relation que de dire à son enfant qu'il est méchant, parce que ça va dégrader son estime de soi. Et un enfant qui tape, c'est probablement un enfant qui se sent agressé, qui ne sait pas comment interagir avec les autres aussi, oui. Qui a peut-être de la frustration, de la colère en lui, qui a peut-être aussi peur du rejet, parce que on a tendance à se comporter en conformité avec nos croyances. Si on pense qu'on va être rejeté, eh bien finalement, inconsciemment, on fait en sorte de l'être. Et comment s'intégrer au sein d'un groupe si on se dit de toute façon je vais être exclu? Finalement, si je me comporte de façon à être exclu, comme ça au moins j'ai pas de surprise, je m'auto-conforte dans mon truc, je suis persuadée, en fait c'est la faute des autres, enfin voilà, c'est un cercle vicieux finalement. Et donc je pense que dire à son enfant constamment, enfin, qu'il est méchant, qu'il ne fait pas bien, en fait c'est lui mettre dans la tête que c'est la faute des autres, alors que apprendre à son enfant l'humilité en tant qu'adulte en disant ok, peut-être que là je t'ai pas parlé gentiment, peut-être que je t'ai pas demandé gentiment et peut-être que c'est pour ça que tu veux pas aider. Finalement, apprendre à son enfant à se remettre en question, c'est apprendre à son enfant à se remettre en question finalement que de faire ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais je pense que la première des choses déjà, donc c'est d'accueillir, d'écouter le ressenti de son enfant et puis d'essayer de se poser 5 minutes, de prendre du recul et de voir en tant qu'adulte qu'est-ce qu'éventuellement j'ai pu faire qui pourrait avoir provoqué chez lui un sentiment d'agression à un moment donné. Et bien entendu, de repositionner le cadre. Comme tu en as parlé tout à l'heure, tout n'est pas permis. De repositionner le cadre, que la violence n'est pas une forme d'expression de ce qu'on ressent. C'est ça. Et de continuer à rabâcher. Oui, en fait, ce qu'on dit dans l'approche Faber-Maslich, c'est que tous les sentiments sont légitimes, mais que tous les comportements ne sont pas acceptables. Et c'est là aussi où que je me suis sentie un peu en difficulté avec mon plus grand, qui me dit... en fait, lui, il s'est pris des coups dans la figure, et comme je lui ai appris qu'en fait la violence ne résout rien, enfin avec mon mari, on lui a dit en fait non, ça sert à rien de frapper. Il s'est senti passif, il savait pas comment réagir. Donc on lui a dit, mais tu sais, tu peux quand même réagir, tu peux te défendre, repousser sans être dans l'agressivité. Et lui, qui a un respect des règles très important, me dit non. Si je le pousse à mon tour, je vais me faire disputer par la maîtresse. Et donc voilà, je vois que mon enfant, eh bien, il a un mode de fonctionnement qui est radicalement différent du mien. C'est bien normal. Il est lui. Et donc, ça sert à rien quelque part parfois de plaquer son propre vécu. Je connais certains parents qui ont mal vécu la période scolaire et qui inculquent à leur enfant de frapper plus fort ou de frapper là où ça fait mal. Bon, et je suis pas. En fait, je me dis si tout le monde fait comme ça, en fait, on va jamais s'en sortir. Alors que si on essaie de montrer à l'enfant, même l'enfant un peu plus grand, voilà, tu te fais chahuter dans la cour. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de celui d'en face? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a de la rivalité? Est-ce que qu'est-ce qui a déclenché cet élan? Et peut-être que ton ennemi d'aujourd'hui sera ton ami de demain. Si tu arrives à le comprendre, à faire un pas de côté et à regarder avec ses lunettes à lui, peut-être que vous pourriez vous entendre. Et voilà. Donc apporter un peu d'une dose d'empathie mais tout en posant que la violence n'est pas une forme d'expression et éventuellement proposer à son enfant des méthodes pour arriver à se protéger, se défendre et peut-être même lui apprendre à fuir. Oui, on n'est pas obligé de se mettre en sécurité, on n'est pas obligé de rester face à son agresseur, on peut aussi s'en éloigner, s'en extirper et appeler à l'aide. C'est ça, trouver des solutions par soi-même. Ouais, voilà, c'est ça, trouver d'autres solutions. On va te faire la dernière pause musicale et puis on reviendra pour parler du coup des conflits à la maison école, même si on en a déjà dit quelques petits mots, et surtout parler ensuite des peurs, des phobies, des cauchemars, des anxiétés qui peuvent arriver très tôt malheureusement chez l'enfant et où là aussi en tant que parent on peut se sentir très démuni. Vous êtes sur Radio Grand Lac dans l'émission Parents Autrement avec Katia et Pauline. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Parents
apprend autrement. En route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Allez, nous voilà avec Katia Janalaba pour cette dernière partie d'émission. Sachez que vous pourrez la retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne, la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, la playlist Parents Autrement, ou alors directement sur Spotify, Apple Podcast, en tapant Parents Autrement. Alors, dans cette dernière partie d'émission, on va parler un peu plus des plus grands, de ces pré-ados, voilà, qui mènent aussi la vie dure à leurs parents, eux aussi. Et oui. Mais c'est bientôt la fin, pour tenir bon. C'est ça. C'est vrai que la période de l'adolescence n'est pas une période facile, mais elle doit avoir lieu. Elle est indispensable. C'est indispensable et il y a énormément de changements qui arrivent, les changements hormonaux, la quête d'identité, qui on est, qui on voudrait devenir. Est-ce que je dois me conformer à ce que je vois à côté? Dois-je me comporter comme les autres? Dois-je rentrer dans des cases? C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement quand notre ado quitte la pièce en claquant la porte et puis, ben voilà. Oui, alors c'est vrai que parfois la communication est tellement difficile, parfois elle est même rompue. Moi, je reçois en cabinet des parents démunis qui me disent en fait là je ne sais plus quoi faire. La dernière fois elle est partie, elle a carrément claqué la porte, elle est sortie, je savais pas où elle était, elle est pas rentrée de la nuit. Enfin voilà, on peut arriver à des situations qui sont quand même un peu extrêmes. Ou même l'ado enfant se met un peu en danger peut-être. Oui, parce que la maman disait voilà, elle a des comportements à risque. Maintenant les ados ont quand même, ils peuvent trouver de la drogue assez facilement. Enfin voilà, on arrive à des extrêmes où les parents du coup ressentent beaucoup de peur. En plus, ils sont complètement démunis, ils n'ont plus de contrôle sur leur adolescent. Et quand on arrive à une situation comme celle-là, souvent la communication est complètement rompue. Donc moi, ce que je fais en premier lieu, je reçois les parents pour faire un premier bilan, savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, je reçois l'adolescent seul pour entendre un peu sa version. Ouais, bien sûr. Et sans divulguer ce que l'un et l'autre m'a dit, j'essaie de jongler un petit peu pour remettre de la communication là-dedans. Mais en fait, ce qui est compliqué pour le parent, c'est que plus l'enfant grandit, plus il a un regard qui change sur son parent. Et à l'adolescence, le parent descend de son piédestal, c'est bien normal. Et parfois, l'adolescent a conscience de certaines choses dont son parent n'a même pas conscience. Donc voilà, on est un peu chahuté en tant que parent à ce moment-là. Et comme disait Françoise Dolto, en fait, on ne naît pas parent, on le devient. Et parent, c'est le métier le plus difficile au monde. Et on le devient pas en une seconde. Oui, on ne le devient pas à la naissance de nos enfants, on le devient pendant 25 ans. Oui, c'est ça. En fait, on avance, on rétropédale. Et c'est ça aussi qui est formidable, c'est que les enfants nous pardonnent tout. Et à partir du moment où le parent veut bien se remettre en question, déjà ça ouvre une porte. Donc moi, je suis là pour remettre de la communication là-dedans et permettre aux parents de comprendre ce que son enfant vit. Et en fait, je passe par les mises en situation, par des jeux de rôle où je prends une situation lambda. Et par exemple, je sais pas, dans la petite histoire, on dit que c'est une maman qui emmène sa fille faire du shopping, sa fille de 14 ans en se disant chouette, on va passer un super moment. Et sa fille ne cesse de faire la tête et de lui dire c'est moche, c'est nul, c'est pourri, je m'ennuie. Enfin bon, il y a rien qui va. Ouais. Et on a envie de lui dire écoute, puisque c'est comme ça, des après-midi comme ça, j'en ferai plus, parce que j'ai quand même posé ma journée pour toi, donc t'es mignonne, mais voilà. Et finalement, dans le jeu de rôle, on demande aux parents de jouer la jeune fille. Ouais. Mais sauf qu'on lui donne le sous-texte. Donc on dit, voilà ce qu'elle a vécu, voilà ce qu'elle vit sur le moment. En fait, elle cherchait telle jupe pour aller à telle soirée parce que voilà, c'était hyper important pour elle. Et voilà la déception qui s'est passée. Et elle a essayé de demander, mais en fait, ça n'a pas été entendu. Enfin, en fait, on explique. Et je demande aux parents, comment vous vous sentez? Ils m'écoutent pas. Enfin, en fait, le parent qui joue l'ado se rend compte qu'en fait, on nie ce que les ados ressentent. On ne les écoute pas et on leur donne pareil, voilà, on des injonctions de but en blanc et on dit souvent c'est toujours comme ça ou tu ne fais jamais bien, enfin tous ces mots qui reviennent régulièrement et qui finalement ne sont pas aidants. J'ai l'impression que c'est la continuité de la situation de la piscine de tout à l'heure. Un petit peu, tu vois, ça se répercute. C'est, bien sûr, ça permet vraiment, c'est très intéressant, ça permet de voir que un schéma de fonctionnement qui est installé va se décliner à tous les âges et c'est toujours le même schéma. C'est plus les mêmes situations, l'enfant a grandi et pour autant on est toujours dans le même schéma. Et si on ne fait rien, ça va s'aggraver. Voilà. C'est ça qui est triste. Et ça va s'aggraver jusqu'à peut-être un point de rupture. Moi, j'ai reçu en cabinet un jeune homme de 15 ans
qui me disait j'ai tout essayé, elle ne m'entend pas. Et en fait, il m'a dit cette phrase, il m'a dit de toute façon, je m'en fous, j'ai plus que 3 ans à tirer. Ouais. Donc en gros, à 18, je me casse, quoi. Et ça, alors, attends. Et donc moi, ce que je peux proposer, c'est plusieurs choses, mais en cabinet, je peux faire ce qu'on appelle des questions circulaires, c'est-à-dire qu'est-ce que tu penses que ta maman pense? Et donc ils se répondent, et en fait, ah bon, mais tu penses ça, mais pas du tout. Ouais. Donc ça permet en fait de se rendre compte qu'il y a une part d'interprétation. Ouais. Et aussi, je propose ce qu'on appelle la résolution de problème, c'est que chacun peut vider son sac et dire, bah voilà, dans telle situation, quand tu m'empêches d'aller voir ma copine, quand tu me demandes de rentrer à telle heure, quand tu me demandes de faire mes devoirs avant, voilà ce que je vis. Et la maman peut répondre, mais oui, mais en fait, moi, quand je te vois partir sur ton scooter, sachant que j'ai vu que tu avais fumé avant, mais voilà ce que je ressens. Ouais. Mais moi, je me dis, mon fils, il va se tuer peut-être. Enfin, ouais. Donc ça permet que chacun puisse exprimer son ressenti, parce qu'un ressenti, ça ne se juge pas. Un ressenti, c'est réel, en fait, ça n'a pas à être mis en question. Donc déjà, quand les deux personnes peuvent s'écouter, c'est quand même la base. Et ensuite, dans la résolution de problème, on peut dire, bah ça, c'est pas OK pour moi, mais j'entends ton besoin à toi, qui est d'aller voir ta copine, c'est bien normal. J'entends ton besoin de liberté, de pas être contrôlé en permanence. Est-ce que toi, tu peux entendre mes peurs ? Est-ce que tu penses qu'il serait possible que je sois prévenue éventuellement de ton ordre de retour ? Plutôt que de dire « c'est pas un hôtel ici !» Eh bien, c'est formulé différemment, et curieusement peut-être que ce soit. Et une fois que chacun a exposé ses besoins, voilà quels sont mes besoins, est-ce que tu penses que ce serait possible ? Qu'est-ce que toi tu proposes ? Chacun va proposer ses solutions, puisque ce sont ses solutions, elles lui conviennent forcément. Et l'autre va pouvoir dire, bah écoute, ça non, c'est pas OK pour moi, mais par contre celle-là oui. Et puis on se met d'accord du coup sur une solution, une marche à suivre, et on se donne rendez-vous, je sais pas, une semaine après, toujours dans un moment de tranquillité, posé, mais d'égal à égal, pas le parent a tous les droits et l'ado doit écouter, vraiment un moment d'égal à égal. Et qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que il y a des choses à améliorer ? Est-ce que ça t'a convenu quand je t'ai prévenu à tel moment ? Est-ce que tu t'es senti suffisamment en liberté ? Voilà. Génial. C'est de super outils. Et par contre, tu vois, il y a quelque chose qui revient aussi souvent, c'est que l'adulte va projeter ses propres peurs sur l'enfant. Et donc, ça me fait questionner de comment est-ce qu'on peut accompagner aussi les propres peurs de nos enfants, parce que finalement, ce sera aussi comment on accompagne nos propres peurs à travers ça. Alors, la première chose qu'on a tendance à faire, c'est dire mais non, c'est pas vrai, ou mais non, ça n'existe pas, mais si, ça va bien se passer, mais si, tu vas t'amuser. Ouais. Et qu'est-ce exemple type, moi c'est celui de 5 ans qui est venu me dire maman, mais tu vas bientôt, un jour tu vas mourir et du coup on se verra plus et du coup je pourrai plus te sentir et t'entendre, etc. Et est-ce que c'est bientôt et tout ça. Et c'est vrai que ma première réaction c'était mais non, ne t'inquiète pas. Et je suis mince. Après, c'est humain et on n'a pas envie de voir nos enfants souffrir et on a peur d'aggraver leur peur en validant le fait que oui, la mort, ça existe. Ouais, oui. Et oui, c'est quelque chose qui arrivera. Peut-être que tu pourrais lui dire, en effet, à un moment, je ne serai plus là. Seulement, à ce moment-là, toi, tu seras grand. Peut-être que toi, tu auras des enfants. Peut-être que voilà. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui te fait peur dans la mort ? Comment toi tu vis les choses ? Parfois, en fait, on se dit, on imagine des choses et c'est pas du tout ça, mais pas du tout. Et donc, ne pas projeter ce que nous on peut se raconter, mais vraiment inviter son enfant à détailler qu'est-ce qu'il se raconte. Exactement. Voilà, sans projeter en se disant il doit se dire ça, donc je vais lui dire ça. Voilà. Essayer d'être un peu plus curieux et de se dire bon, après tout, je peux me tromper. Qu'est-ce que lui se raconte par rapport à ce sujet-là ? Et qu'est-ce qu'il se raconte ? Et quand l'enfant fait un cauchemar, on a tendance à dire mais non, les monstres, ça n'existe pas. Et là, on en prend pour perpète toutes les nuits. Alors que quand on est réveillé et qu'il nous dit il y a une énorme baleine, en effet, c'est pas agréable. Et qu'est-ce qu'elle fait cette baleine ? Alors moi, je me dis peut-être qu'il va me dire qu'elle veut le manger. Non, elle fait du bruit, ça me dérange. Tu vois, j'aurais pas du tout imaginé ça. Tu vois. Ok, très bien. Oui, en effet, ça doit pas être agréable, ça doit faire beaucoup de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et puis, inviter l'enfant à trouver sa propre solution, parce que si je lui dis, la baleine, t'as qu'à faire ça, tu peux être sûr qu'il va me rappeler 5 minutes après.
Donc il va peut-être me dire je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. En fait, les enfants ont un imaginaire débordant, une imagination débordante et on peut tout faire. Donc avec un tout petit, c'est l'inviter à trouver sa propre solution, valider le fait qu'effectivement être réveillé par une énorme baleine en pleine nuit qui fait beaucoup de bruit, c'est pas agréable. Qu'est-ce que toi tu pourrais faire? Quels sont les outils à t'apporter pour t'en débarrasser? Et pour un plus grand qui a des peurs qui seront peut-être plus tangibles, du style il y a un copain qui m'embête dans la cour, maman, qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'ai peut-être plus envie d'aller à l'école. Voilà, j'ai plus envie d'aller à l'école. Ou voilà, peut-être ça va commencer par maman, je veux plus aller à l'école. Et on a envie de dire l'école est obligatoire, vas-y. C'est ça. Mais derrière, il y a cette réalité de l'autre enfant qui vient chahuter votre enfant. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Mais là, ce qui est important quand même, c'est de dire que j'ai plus envie d'aller à l'école, c'est pas la solution. La solution, ça va être d'accueillir ce que je ressens à l'idée d'aller à l'école. C'est ça. Et que dans tous les cas, je vais quand même aller à l'école. Mais c'est de ramener l'enfant et lui expliquer que le focus, il est sur ce que je ressens et accueillir ce que je ressens et dérouler, parce que c'est là où il va pouvoir dire, en fait, il y a un tel à l'école qui me tape, ou ça se passe mal avec mon maître d'école, ou etc., etc. Et c'est ça le noyau. Et la solution, ce sera pas d'arrêter d'aller à l'école. Ce sera d'aller... Complètement. D'aller voir le maître d'école, peut-être. Au final, on a envie de répondre à la première question, enfin à la première chose, en lui disant tout de suite, il faudra que tu y ailles. Mais finalement, ça va venir dans un second temps. Peut-être qu'on peut dire, mais qu'est-ce qu'il y a de bien à l'école? Déjà, pour lui faire prendre conscience qu'en fait, l'école, c'est pas que noir ou blanc, c'est pas que négatif. Qu'est-ce qui t'amuse dans l'école? Qu'est-ce qu'il y a de chouette? Qu'est-ce qu'il y a de positif? Et puis, presque, si l'enfant est un peu plus grand, est-ce que ce serait pas une chance d'être confronté à quelqu'un qui t'embête? Et moi, j'ai accompagné un ado de 13 ans qui me disait, voilà, je suis tout seul, je suis assis sur le banc à la récré, on vient me chahuter, donc je demande pourquoi. C'est évident. Ah bon? Oui, ils ont dit que j'avais une voix de licorne. Bon, donc oui, voilà, faut essayer de garder une contenance. Une voix de licorne, très bien, intéressant. Et donc je lui dis, oui, tu as 13 ans, tu vas muer, machin, mais bon, la voix de licorne, parlons-en, qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a même dit, moi je vais pas tenir, faut que ça s'arrête, je vais pas tenir. Donc c'était vraiment un sujet très sérieux pour lui. Et moi je suis formée au harcèlement scolaire et je lui ai parlé de la méthode d'Emmanuel Piquet qui dit, vous avez essayé quelque chose, ça ne fonctionne pas, faites votre 180 degrés, faites l'inverse. Et donc il a tout essayé pour se faire accepter des autres malgré sa voix un peu fluette, le fait qu'il soit un peu plus petit que la moyenne, qu'il soit premier de la classe, qu'il ait un trouble de l'attention, ce qui fait qu'il coupe la parole en permanence et qu'il donne la réponse tout de suite, et que peut-être qu'il y a un contexte qui fait que certains sont agacés. Bon, pour la voix de licorne, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui ai dit, écoute, si jamais tu le sens, moi à ta place, je mettrai un beau t-shirt avec une énorme licorne dessus. J'irai voir le copain en lui disant, t'as vu, elle est belle, hein, comme je sais que t'aimes bien les licornes. Je n'ai plus jamais entendu parler de licorne. D'accord. Voilà, écoute. De toute façon, sa voix, il pouvait pas la changer. Non. Donc essayons d'assumer, de pousser les choses à leur maximum. Et puis après, j'ai essayé de lui faire comprendre quel type de comportement pouvait être agaçant pour les autres. C'est vrai que l'étiquette entre guillemets de premier de la classe, souvent c'est pas trop apprécié. Le fait de se remettre un peu en question et de se dire voilà, l'ado qui vient m'embêter, je lui ai dit cet ado là en question, il est premier de la classe, lui aussi, non pas du tout, lui il s'en sort pas, machin. Ah tiens, c'est étonnant. Et lui, il a beaucoup de copains, non pas trop. Et donc voilà, en essayant de se demander qu'est-ce que l'autre en face vit, on comprend un petit peu pourquoi il vient nous chercher sur tel ou tel terrain. Le système, en fait, encore une fois, l'approche systémique, elle est partout. Complètement. Et donc déjà valider le fait qu'en effet, c'est dur de vivre ça au quotidien, que ça existe réellement et que on comprend que l'ado ou l'enfant puisse avoir peur. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tous ces partages, d'histoires et de changer de regard sur chaque histoire. Rappelle-nous brièvement pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu depuis le début, mais qui tu accompagnes? Où, combien, comment, quand? Donc en tant que consultante éducative et familiale, j'accompagne tous les parents, parents de famille monoparentale, homoparentale, famille recomposée, toutes les familles, pour des enfants à partir de 18 mois, 2 ans jusqu'à l'adolescence. Et dans mon cabinet à Chambéry et en visio. Et on peut retrouver les infos sur le site internet www.katiajaninlaba.fr.
Super, merci beaucoup Katia. Merci à toi. On aura le plaisir de t'entendre dans de prochains épisodes pour aller plus en profondeur sur d'autres sujets. Vous êtes sur Radio Grand Lac, c'était l'émission Parents Autrement avec Pauline Turmez. Bonne journée.